Bonsoir. Elle avait à peine 13 ans et déjà une mise aux poursuites. Vous entendrez l'histoire d'une jeune fille qui s'en est aperçue bien plus tard, à ses dépens. Cette situation peut paraître extraordinaire, mais si on vous en parle ce soir, c'est qu'elle ne l'est pas. Comment se fait-il que des mineurs puissent être endettés sans que ce soit du tout de leur faute? Témoignages et explications en deuxième partie d'émission. Après avoir découvert quelques nouvelles facettes du café. Les grands crus ne sont plus cantonnés dans un secteur de niche, ils sont devenus aujourd'hui un véritable marché très lucratif. Et comme il n'y a pas de définition officielle, on va préciser les choses avec de fins connaisseurs. Des cafés censés être de très bonne qualité, est-ce que ça se vérifie ou c'est du pur marketing? Réponse ce soir aussi avec une dégustation très pointue. La Suisse est une plaque tournante dans le négoce du café. On parlera donc non seulement du goût, mais aussi beaucoup du prix du café. Le monde du café, c'est comme celui de la mode. Il y a des tendances éphémères, on joue à fond sur la couleur et la forme, de la mousse, du lait, et puis les tendances qui durent. Celles-ci sont plus intéressantes à décrypter, comme les cafés grands crus ou de spécialité. À côté, l'expresso qu'on vous sert au comptoir est presque devenu ringard. On verra que la notion de grand cru est totalement floue, alors qu'elle est très précise pour le vin. Mais avant tout, l'art de faire un bon café demande beaucoup de minutie, c'est devenu un métier, celui des baristas, ces barman spécialisés en café, et tout ça se conjugue évidemment au féminin. Vous m'avez dit un espresso tout simple, pas double. Pour extraire un bon expresso, il nous faut une bonne barista, par exemple. Diana Ambrous tient le Sleepy Bear à Lausanne depuis un peu plus d'une année. Pour elle, le café, c'est une vieille histoire, un goût de toujours qu'elle se plaît à renouveler quotidiennement. Ça vient de mon enfance. Depuis que ma maman elle préparait des cafés filtres à la maison. Et moi, je n'ai pas eu le droit de boire. Et tout ce que c'est interdit, ça nous tombe beaucoup. En fait, le parfum du café, l'odeur du café, c'était la chose plus importante pour moi. S'il restait un tout petit peu dans la tasse, et puis ma maman, elle ne faisait pas attention, moi, je mettais un peu de sucre et allez hop, comme les Italiens. Barista, c'est un travail de précision. Tout est dans le geste millimétré. Un café, ça se joue au gramme et au degré près, du moulin à la tasse. On commence par moudre le café. On va le peser tout le temps. En fonction de quelle origine on utilise, on regarde tout le temps si on en a 18 ou 17 grammes dans le porte-filtre. Après, il faut bien le tasser tout droit. Et après, on passe à la machine. Et en regardant le temps de coulage du café, on sait si on est bien ou pas au niveau de la mouture. Si la durée de coulage entre 22 et 27 secondes n'est pas dans cette fourchette, on recommence. On lance une mouture plus fine si ça coule trop vite, plus grosse si ça ne coule pas assez vite. Mais le plus important pour extraire un bon expresso, c'est la température. Plus ou moins 92 degrés selon le café choisi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'exercice du tassage. On va voir si l'influence du barista, si le tassage du barista va influencer l'extraction. Ennio Cantargiani, créateur de l'Académie du café, forme des baristas du côté de Genève. Il est vrai que dans une bonne histoire de café, le barista joue un premier rôle. Le café met une année, entre 10 mois et une année avant d'arriver torréfié chez le restaurateur ou dans le coffee shop. Et le barista, en 20 secondes ou 30 secondes, il peut soit sublimer le café, soit le détruire. Donc son travail, c'est de faire son maximum pour sublimer cette année de travail derrière le grain de café. L'expresso, le cappuccino, le barista, ça sonne italien parce que le bon café est italien, dit-on. Cliché, mythe ou réalité, le goût italien? Les spécialistes du café s'accordent à dire que le café italien n'est pas le meilleur des cafés, avec sa dose de Robusta et sa grosse torréfaction. C'est comme les Anglais qui ont inventé le foot puis qui gagnent jamais la Coupe du Monde, ou presque.
Non, c'est un petit peu, non pas un mythe, hein, parce qu'il y a toute une espèce d'émotion derrière le fait que c'est sûr que quand on va en vacances et puis qu'on s'arrête boire un café, on a l'impression qu'il est toujours meilleur qu'en Suisse. Alors que moi, je trouve qu'il est souvent très torréfié. Il y a souvent trop de robusta, donc trop amer. Après, ils arrivent à faire un show avec la machine à café. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a du meilleur café en Suisse, au Danemark ou en Suède. Alors moi, je pense que oui. Je pense qu'ils achètent plus d'arabica que les Italiens, déjà, un. Donc, il y a un côté plus aromatique. Donc, je pense que le café qu'on achète en Suisse, il est probablement de meilleure qualité que les cafés italiens. Nouvelle tendance, des amateurs de café évitent l'amertume de l'expresso à l'italienne pour un café plus fruité, plus acidulé, moins torréfié. Au Café Coutume, à Genève, Pierre, le barista, bouleverse les habitudes. On essaie d'éviter l'amertume parce que la majorité des arômes amers viennent de la torréfaction et de la surtorréfaction surtout. La plupart du temps, on va plutôt jouer au niveau de la torréfaction sur le côté acide, mais aussi le côté rond, fruité. On va s'arranger pour justement ne pas avoir à finalement balancer l'acidité par autre chose. Mais le goût pour l'amertume est encore majoritaire dans le public. On ne se défait pas comme ça d'un geste qui est à la fois un rituel et un besoin de caféine. On a beaucoup de demandes pour de l'italien, on a beaucoup de demandes pour quelque chose qui est un peu plus torréfié parce que c'est le goût finalement auquel on est habitué. Et vous le faites? Non. On essaie d'avoir des arômes du grain plus que des arômes de torréfaction. Le goût de l'expresso, c'est comme un refrain qui vous taraude tous les matins après la douche. J'ai connu un barista qui me disait qu'extraire un café en espresso, c'était comme chanter dans un micro. On est capable d'entendre énormément de nuances, mais par contre, chaque défaut sera amplifié. Il y a une bonne douzaine de manières de préparer le café à part l'expresso. On peut se faire un café filtre, utiliser une aéropresse, le siphon, la cafetière italienne, la cafetière électrique des familles, sans oublier le café froid ou le café glacé. Des cafés froids, on en a acheté toute une série, des gobelets à l'emporter. Et vous verrez tout à l'heure qu'il ne manque pas de sucre. Mais pour revenir au barista, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la plupart ne jurent que par le café filtre. Ça pourrait paraître complètement dépassé, eh bien non, il y a même un championnat du monde du café filtre. Comment faire un bon café filtre chez soi? Il y a quelques subtilités que Diana Ambrus vous explique dans une séquence que vous pouvez retrouver en bonus sur le site internet d'À Bon Entendeur. Dans tout le processus de transformation du café, la torréfaction est déterminante pour le goût, surtout quand on parle de grand cru. Grand cru, pure origine, terroir, café de spécialité. Difficile de s'y retrouver dans ce jargon qui s'inspire de la terminologie vinicole, histoire de s'inventer une histoire, d'envisager un avenir radieux et d'exister comme un produit d'exception. Le café grand cru représente 1% du commerce mondial du café. Prenons par exemple ce fameux Blue Mountain, cultivé en Jamaïque. C'est un grand terroir, en fait. C'est un café qui a été très très bien trié, qui contient peu de défauts, voire pas du tout. D'ailleurs, quand on le regarde ici, il est très très homogène, on ne voit pas de grains noirs, on ne voit pas de grains cassés. C'est un café, pour obtenir probablement 1 kilo de ce café-là, il faut peut-être 100 kilos de café ou 10 kilos de café. Donc ça veut dire que ce café-là a subi une sélection très rigoureuse pour arriver comme ça ici. C'est surtout ça qui fait sa notoriété, en fait. C'est ce qui fait son prix, en fait. Le prix, c'est 80 francs le kilo de café vert, soit 250 francs le kilo de café torréfié. Pour ce type de café, on parle souvent de grand cru, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui était utilisé surtout dans le vin. Il me semblait qu'on avait... Je n'étais pas sûr qu'on avait encore le droit de l'utiliser, en fait, ce terme de grand cru. Mais... Donc, non, pour le café, je trouve que c'est pas tellement adapté. Je trouve que terroir, c'est beaucoup plus adapté que grand cru. Alors, café de terroir, c'est quoi? C'est un café qui vient d'une région spécifique avec une terre, un ensoleillement, une manière de traiter le café, des parcelles qui sont bien identifiées et puis qui subissent quelque chose de particulier.
et puis de traçable. On parle des pures origines, ça veut dire quoi, pure origine? Pure origine, c'est qu'on arrive à identifier au moins le pays de production. Mais c'est un peu comme on me disait vin de France. C'est-à-dire pure origine Brésil, c'est un peu ou Guatemala ou Éthiopie. C'est pas assez précis, en fait, pure origine. Il faudrait que ce soit vraiment un café terroir, ou un specialty, un café de spécialité. Ça, c'est des termes qui me parlent plus et auxquels je sais que ça va faire référence à une région bien plus précise que pure origine. À Crissier, dans le canton de Vaud, l'entreprise Cuindet importe, torréfie et distribue du café depuis plus de 100 ans. Carmine Romanelli, le directeur, défend un café traçable issu du commerce équitable. Les cafés Cuindet fournissent aussi bien des cafés de spécialité que des assemblages ou mélanges. Nous sommes intervenus directement dans certains pays de production. On va être sûr que les producteurs au Mexique, les producteurs au Laos et puis maintenant en Birmanie vivent de leur travail. Et nous assurons à ces 3 coopératives qui sont quand même importantes, nous assurons un revenu. Aujourd'hui, on paye leur café entre 220 et 240 $ par 50 kilos, alors que le marché mondial est à peine au-delà des 100 $. C'est du café bio, c'est du commerce vraiment équitable et qui permet de faire vivre à peu près 3000 familles. C'est quand même assez important. Ce café vert arrive en Suisse dans des sacs de 60-70 kilos. Il est stocké et prêt à être torréfié. C'est lors de la torréfaction des cafés de spécialité ou mélange que les goûts et les saveurs de ce café vont se révéler. Les mélanges sont composés à partir des cafés verts. Chaque mélange a sa composition spécifique. Les cafés verts, que ce soit du Brésil, Colombie, Guatemala, Honduras et Éthiopie, ils sont amenés dans la machine à torréfier. Et là, la torréfaction commence. La torréfaction artisanale, comme la nôtre, on torréfie le café lentement pendant 20-21 minutes jusqu'au cœur, développe les arômes. On va toucher les huiles essentielles en les conservant, qui vont se développer lorsque le café est moulu, lorsque le café est extrait. La torréfaction artisanale est très différente de la torréfaction flash ou grande torréfaction de type industriel qui travaille à ultra haute température sur une courte durée, 90 secondes à 800 degrés. La grande torréfaction, la fève de café est torréfiée juste autour, mais le cœur du café reste vert, ce qui fait que quand vous dégustez, quand vous buvez un café torréfié de façon industrielle, on a ce goût astringent vert qui ressort. Très désagréable. Mais beaucoup plus rentable. À Fribourg, dans les coulisses du restaurant Les Menteurs, Camille Schönenweid s'est lancé dans la torréfaction avec sa petite entreprise nommée Pouponne et Loulette. Drôle d'idée dans un drôle d'endroit. J'ai découvert le café de spécialité en voyageant. Et puis, j'aimais pas le café jusqu'à assez tardivement. Et puis, en fait, avec les cafés de spécialité, j'ai découvert justement ces autres goûts un peu plus acidulés qui m'ont pas mal plu. Et puis, la torréfaction en particulier, c'est en allant visiter un torréfacteur chez qui je m'approvisionnais à Berne, Adrianos. Et je suis allée suivre une soirée d'information. Et puis, j'ai vraiment été assez passionnée par ce monde que j'ai découvert. Et puis, je me suis formée en allant chercher des infos sur Internet. J'ai acheté un petit torréfacteur. J'ai commencé à la maison. Et voilà. Alors, le café de spécialité, en fait, c'est des cafés qui sont sélectionnés pour leur qualité gustative, leur complexité. Ils ont une bonne traçabilité. Ils ont un certain nombre de points dans les standards qu'on attribue aux qualités du café. J'essaie de privilégier en fait les cafés dont on peut avoir cette traçabilité au maximum. Et puis, si possible, aussi une juste rémunération pour les planteurs. C'est aussi ça qui m'a vraiment attirée, c'est de voir qu'il y a tous ces gens qui travaillent autour de ce produit du début à la fin de la chaîne. Là, il faut trouver les cafés qu'on a envie de boire, ceux qui vont exciter les papilles du client
et le surprendre pour qu'il en redemande. Les cafés, bon, ils sont déjà sélectionnés par les importateurs. Eux, ils font ce qu'on appelle le sourcing, donc ils vont vraiment rencontrer les planteurs, sélectionner les cafés qu'ils estiment avoir la qualité suffisante. Je reçois les échantillons, je vais faire une dégustation, et puis en fonction de ça, après, je vais choisir de prendre quelques sacs de ce café-là. Ces cafés soigneusement sélectionnés, testés et torréfiés comme s'il s'agissait de la prunelle de ses yeux, ont un prix qui n'est pas celui des cafés standards et industriels qu'on trouve partout. Les cafés de Camille coûtent en magasin entre 9 et 15 francs les 250 grammes. Environ 25% du prix du café vert de spécialité revient aux producteurs locaux. Dans le cas de Pouponne et Loulette, ça peut même aller jusqu'à 40%. Le prix qui est offert aux paysans, il reste quand même assez bas par rapport au travail qu'il y a derrière. Moi, je ne vais pas trop négocier le prix. Pour moi, c'est important qu'ils puissent offrir un salaire décent. Je pars du principe que je vais accepter le prix qu'ils me proposent parce que voilà, c'est vraiment une relation de confiance. Le café, c'est la deuxième denrée échangée au niveau mondial après le pétrole. Autant dire que le cours du café, qui se négocie vert, est suivi de près par les traders et les fonds spéculatifs. Il n'aurait jamais été aussi bas depuis 15 ans, avec des petites fluctuations en raison de l'offre, bien sûr, trop abondante ou pas, et aussi de la valeur du réal, la monnaie brésilienne, le Brésil fournissant un quart du marché mondial. Les autres producteurs importants sont le Vietnam, l'Indonésie, la Colombie et l'Éthiopie. Loin de chez nous, a priori, mais pas tant que ça, la Suisse joue un rôle très important dans le négoce du café. Nicolas Tamari, président de l'Association suisse des négociants au café, se voit moins en trader qu'en marchand de café. Car le négociant est toujours en contact avec des milliers d'agriculteurs dans le monde. Il touche, il goûte, il déguste la matière première. Il garde un œil attentif sur la cerise de café et il contrôle la qualité du café vert prêt à être livré au torréfacteur. Précisons que les négociants suisses se retrouvent au milieu du monde du café. Aujourd'hui, on estime que plus de 50% du café mondial est traité par des sociétés domiciliées en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, basé à Genève, j'achète du café du Brésil que je revends à un torréfacteur en Asie ou en Europe ou même en Suisse. Donc le café physiquement ne vient pas par la Suisse, mais il est acheté et vendu par des sociétés suisses. Pourquoi? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour une question historique de stabilité économique, de prospérité, et surtout de trouver un talent de collaborateurs en Suisse, les boîtes sont basées à Genève. La Suisse n'est pas qu'une plaque tournante pour le café mondial. Historiquement, on boit du bon café en Suisse. Il y a une culture de boire du bon café. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que le phénomène du specialty coffee, qui s'est développé dans les derniers 20 ans, principalement aux États-Unis, commence en Suisse. Et aujourd'hui, on peut boire du bon café, mais aussi du très bon café dans certains coffee shops. C'est un marché qui est en train de se développer énormément. On peut faire une analogie entre le vin et le café, où on commence à avoir des experts en café qui sont l'équivalent d'œnologues, et de plus en plus de consommateurs veulent un café qui est ou pure origine, ou des mélanges de café, mais d'excellente qualité. Et aujourd'hui, notre métier, c'est d'aller dans les pays de production et trouver ce café qui est extraordinaire. Alors, c'est quelle part de vos affaires, les cafés de spécialité ou pure origine? C'est la part qui se développe le plus vite. Ça représente entre 10 à 20% de nos affaires. Le négoce de café est le passage obligé pour la plupart des torréfacteurs. Les autres s'approvisionnent en direct, comme Michael Tuile. Il va chercher son café vert en Éthiopie. Chaque année, il assiste à la récolte. Il évalue ce café sans passer par des intermédiaires. Le prix, il le négocie sur place, autour d'une tasse de café. Ce sont des cafés donc, d'une seule coopérative, d'une seule région, et qui ont un caractère propre. Chaque année, en novembre, pendant les récoltes, nous allons nous-mêmes en Éthiopie et on fait ce qu'on appelle un cupping. Donc on va tester, goûter, déguster les cafés de peut-être 10, 15 ou 20 coopératives avec lesquelles on travaille. On goûte différentes coopératives et on goûte aussi pour une coopérative plusieurs lots différents.
Sur le terrain, les mots grand cru, pure origine, café de spécialité n'ont pas vraiment cours. C'est le terroir qui importe et la manière dont on le travaille. Les petits producteurs avec qui on travaille, ils ont en moyenne 1 hectare. D'accord, c'est du café de forêt, donc 1 hectare dans les forêts naturelles. Ensuite, il faut savoir que pour le café, ce qui est très important, c'est quand on passe de la cerise de café jusqu'au grain. Et pour faire ça, les petits producteurs ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils le font organisé en coopérative. Il y a plusieurs moyens différents. Le moulin humide, on va à une dépulpeuse avec de l'eau, ou alors séchage au soleil. La qualité du café dépend de ce que ce soit très très bien fait et très maîtrisé. Si l'histoire est belle pour le barista et son client, il faut aussi qu'elle le soit pour le petit producteur. Nous, on veut éviter de casser le marché, c'est très important. Donc, on paye un prix pour le café qui est 40% de plus que le prix Fairtrade, qui est 6 fois de plus que ce qu'on trouve disons, sur le supermarché. Mais on paye ce prix pour récompenser la qualité. À la bourse de New York, le café est coté 1 $ la livre. Michael Twill, lui, le paye 3 $ la livre au producteur. Mais avant de couler dans la tasse, le café vert va devoir faire un long voyage. Le café vert, il est mis en conteneur au port de Djibouti. Ensuite, il passe la mer Rouge, il va arriver sur la Méditerranée, il fait toute la Méditerranée. Et là où il est débarqué sur les ports du Sud, donc les ports d'Italie, où en général, il passe l'Espagne et il remonte sur les ports du Nord, c'est-à-dire par exemple Le Havre en France ou Anvers en Belgique. Et arrivé là-bas, le conteneur est mis sur un autre bateau, une barge, et il descend sur le Rhin pour arriver à Bâle, où le café est stocké, le café vert. De Bâle, notre café est amené à Genève, où il est torréfié. Une partie reviendra au Greta Café à Bâle, fondé et tenu par Michael Twill. Le reste est envoyé par la poste aux clients. Ça, c'est le café qu'on offre, parce qu'on croit que c'est le meilleur café. On sait d'où il vient, on va le chercher nous-mêmes. Et donc, ces centimes, finalement, qu'on perd là-dessus, on est content de les investir dans un meilleur produit. Pour l'instant, les coffee shops qui font des cafés de spécialité sont rares dans le paysage urbain. Le prix de ces cafés est le même que dans le bistrot d'à côté, plus ou moins 4 francs. Seule différence est de taille, la matière première. Le café torréfié coûte 3 à 4 fois plus pour un café de spécialité. On passe de 10 centimes à 40 ou 50 centimes de café torréfié dans la tasse. Il y a des restaurants qui vont tirer presque 400 cafés d'1 kilo de café. Et puis pour le café de spécialité, ça dépend d'origine qu'on utilise et de combien de grammes on va mettre dans le porte-filtre, mais on fait environ 70 cafés dans 1 kilo. Du coup, la marge, elle est trop grande. Entre 400 et 70 cafés, on en a une marge quand même. Ailleurs, à Lausanne, au Coffee Project, on peut même boire un expresso à 2 balles. C'est du basique, mais pour déguster un café de spécialité, il faudra poser 1 ou 2 francs de plus dans la tasse. Et si les coffee shops arrivent à servir un expresso au même prix, voire moins cher que les bistrots, avec une matière première 3 ou 4 fois plus coûteuse, on peut dire que le café usuel servi partout est trop cher. Le prix de la tasse de café en Suisse varie d'un établissement à l'autre, évidemment, puisque chacun est libre de le fixer comme il veut. Mais il ne baisse pas, alors qu'on l'a dit, le cours mondial du café est en berne. Pourquoi ? Eh bien parce que les grains de café eux-mêmes, ça ne représente que 8% du prix que vous allez payer. Les machines, le loyer, les salaires, c'est ça qui pèse le plus lourd. Mais revenons spécifiquement aux grands crus, ou plutôt aux cafés de spécialité, plus chers en général. Est-ce qu'ils sont au moins bons ? C'est ce qu'un bon entendeur a voulu vérifier grâce à une dégustation dans un lieu hyper spécialisé, le Centre d'excellence du café à la Haute École des sciences appliquées de Wädenswil, près de Zurich. Marco Wellinger est chercheur pour ce centre d'excellence. Il sera le barista préposé à l'extraction des espressos. Nous avions plus besoin de baristas expérimentés que de garçons de café pour cette dégustation haut de gamme. Les dégustateurs baristas sont Daniel Hofstetter, 6e meilleur mondial pour le café filtre, Diego Bolaños, caféologue pour le café La Semeuse, Ennio Cantargiani, fondateur de l'Académie du café à Genève, et Samo Smerke, qui travaille lui aussi dans ce centre comme chercheur.
Ces 10 cafés de spécialité venus du monde entier se situent dans une gamme de prix entre 15 francs 90 et 288 francs le kilo. Et les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. Ils seront mis sous pression à 9 bars maximum. La température oscillera autour de 92 degrés. Marco aura passé des heures la veille à préparer et à calibrer les cafés pour en tirer le meilleur. Durée de l'extraction, 25 secondes en moyenne. Classé 10e, ce Capitaine Cook d'Hawaï, torréfié par Pausa Café au Tessin, obtient la note de 6,3 sur 10. Il coûte 152 francs le kilo. C'était très lourd, des arômes de gomme, c'était plutôt roasty, beaucoup des arômes de torréfaction et pas les arômes qu'on reçu de l'origine. C'est plutôt torréfaction plus que le café vert. À la 9e place, noté 6,6, ce grain noir d'Inde, acheté sur grainnoir.ch, un des moins chers du test, 22 francs le kilo. C'était torréfié assez foncé, beaucoup des notes de bois ou de gomme, et c'est très sec sur la langue. Le plus cher, c'est un Kopi Luwak à 288 francs le kilo, 8e. Avec une note de 6,7, c'est un café très particulier, importé d'Indonésie par Admir Café. J'ai trouvé peu intense, j'ai trouvé très grillé, j'ai trouvé astringent, sec, amer, trop torréfié pour moi, je pense. C'est un café qui est pas très subtil. L'histoire du Kopi Luwak, c'est l'histoire de la civette en Indonésie qui va cueillir les meilleures cerises parce que ce qu'aime la civette, c'est la pulpe, donc l'acidité puis le sucré de la pulpe. Donc elle va faire une sélection naturelle et puis on va récolter les excréments de la civette. Donc ça, c'est à l'état sauvage. Et puis aujourd'hui, en fait, les civettes, elles sont plutôt en cage et puis on leur donne un peu n'importe quel café à manger. Donc il faut faire très attention à ce qu'on achète en Kopi Luwak. 15 francs 90 le kilo, c'est le moins cher de notre sélection. Le Divin de Mövenpick, qui s'annonce comme un assemblage de grands crus, se classe 7e. Note 6,9 sur 10. Pour moi, ce café avait un arrière-goût de fumée. Après avoir avalé une gorgée, ce fumée gardait de la persistance. Alors je n'ai pas trop aimé ça. Classé 6e, un café du Salvador acheté chez Prosperi Café, 54 francs le kilo, note 7 sur 10. Une note de 7,1 pour le Moko Coffee d'Ouganda qui se vend 29 francs 80 et se classe 5e. Beaucoup de notes épicées, de fruits secs, et un type de tabac aussi. Ce que j'ai bien aimé, après c'est une question un petit peu de goût, mais bien évalué, une belle crème aussi. La préparation c'était bien fait aussi. Un autre café très cher qui vient de Jamaïque, le Blue Mountain. Il se paye 250 francs le kilo chez Carasso à Genève, 7,2 sur 10 pour un 4e rang. 7,4 pour une sélection du maître torréfacteur de la Semeuse. Un assemblage Colombie-Éthiopie-Honduras qui prend la 3e place de cette dégustation, 39 francs 20 le kilo. C'était très balancé. Pour moi, j'ai des arômes de cashew, cashew nuts. C'était des grapes pamplemousse jaunes. Un peu une acidité pointue, mais c'est une des meilleurs cafés dont on le dit. Acheté 28 francs 20 le kilo au magasin Le Topinambour de Lausanne, le café Capucas de Saldac vient du Honduras. Il est noté 7,6 et se classe 2e. Je trouvais qu'il avait des notes florales, qu'il était complexe, qu'il était vraiment qu'il était très doux, très peu amer, très peu astringent. Donc c'était un café qui pour moi correspondait un peu à cette nouvelle vague de café. Une note de 7,9 sur 10 pour le numéro 1 de cette dégustation. C'est un geisha du Panama à 135 francs 80 le kilo. Il est torréfié par les cafés Trottet et a vraiment fait l'unanimité chez nos dégustateurs.
On a eu une acidité assez complexe, une café très fruité, des cerises, des fruits citrus. Et ça, c'est quelque chose que je boirais aussi à la maison. Il avait des arômes complexes, on arrivait bien à reconnaître. Pour moi, j'avais vraiment, même au nez, une note de framboise et de chocolat. Ça faisait un peu forêt noire, en fait. Et puis, j'ai beaucoup aimé le corps, l'équilibre. C'était un café qui était excellent. Moralité, payer cher, voire très cher, ne vous garantit pas forcément une meilleure qualité. Le plus cher de cette dégustation est en 8e position sur 10. Et si vous voulez retrouver le trio de tête, un clic sur le site internet d'ABE, tous les résultats de cette dégustation y seront. Ces reportages ont été réalisés par Dominique Vimin et Vania Parat, avec l'aide de nos recherchistes, comme toujours. Le café, c'est plus qu'un aliment, plus qu'une boisson. L'aspect social et émotionnel est essentiel. Le marketing est aussi très important pour ces cafés d'exception. C'est ce que nous explique Shahan Yeretsian, le directeur du Centre d'excellence du café, en prenant comme exemple le Kopi Luwak d'origine indonésienne, ce café récolté dans les excréments des civettes. Une interview que je vous propose d'écouter en bonus sur le site d'À Bon Entendeur. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. Alors, la saison est au café froid, des cafés qu'on peut faire soi-même à la maison ou alors les acheter en magasin. Exact, et c'est ce qu'on a fait. On en a acheté une quinzaine pour voir ce qu'on trouvait dans la liste des ingrédients. Alors, on s'est intéressé au sucre. Il faut voir qu'il y a sucre et sucre. Il y a le sucre ajouté et puis il y a le sucre, le lactose, qui est contenu naturellement dans le lait, dans ces boissons. Sur la liste des ingrédients, vous voyez que ces produits ont entre 2 et 9 grammes de sucre au 100 millilitres. Alors bon, 100 millilitres, c'est pratique pour calculer les doses de sucre, mais en fait, ces flacons, ils ont plus que 100 millilitres, et puis quand on commence ces boissons, on les finit. On les finit, oui, exact. Alors on a refait le calcul en fonction de la taille du flacon pour savoir combien ça contenait de sucre. Alors ces petits sucres devant chaque bouteille, ça symbolise ça en fait. Ça symbolise les sucres totaux qui sont contenus dans ces produits, ajoutés ou pas. Alors les 5 là-bas au fond n'ont pas de sucre ajouté, et on voit qu'ils ont entre 2 et 2,5 carrés de sucre. D'accord. Et par déduction, tout cela, alors ils ont du sucre ajouté. Exact. Pour cela, vous consommez entre 2 et 6 carrés de sucre quand vous buvez ces boissons. Oui. 6 carrés de sucre. Mais alors, bon, Stéphane, rassurez-moi, à côté du sucre, il n'y a que du lait et du café, non? On est d'accord? Oui, quelques stabilisants, épaississants, correcteurs d'acidité et aussi de la caféine, donc ce n'est pas des boissons pour les enfants. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Assez bu de café. Vous le savez, vos expériences nous intéressent parce qu'elles sont souvent utiles à d'autres. Quand une jeune fille vous écrit « c'est un énorme poids que je vais devoir traîner toute ma vie », on essaye évidemment de comprendre pourquoi. Être mise aux poursuites, ça peut être très ennuyeux quand on est adulte, mais alors quand on est tout jeune, ça l'est encore plus. Les explications de Michaela Mumenthaler. Dans la vallée de Joux, Sarah, cette jeune apprentie en horlogerie de 20 ans, s'est émancipée il y a peu. J'ai voulu partir de chez mes parents et j'ai regardé les appartements par là autour. Et j'ai vu en fait un appartement ici. Et en fait, en cherchant les documents pour postuler, j'ai vu que j'avais un acte de défaut de bien. J'ai dû envoyer mon dossier avec l'acte de défaut de bien dessus. Donc je me suis dit que c'était sûrement foutu en fait pour moi. L'acte de défaut de bien, c'est la dernière étape d'une mise en poursuite. Un fait grave qui a étonné Sarah. J'aime pas avoir des problèmes, du coup je paye tout de suite les factures quand je les reçois. Quand tu avais découvert l'acte de défaut de bien, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, j'ai toujours payé mes factures, j'ai jamais eu de soucis. Donc j'ai pas compris d'où ça venait en fait. Puis des factures aussi hautes, j'en ai jamais eu, donc je comprenais pas du tout. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, j'ai jamais eu de problème, jamais eu même de rappel ou comme ça, donc je comprenais pas d'où ça venait en fait. Il s'agit en fait d'une facture d'hôpital de 377 francs 25 qui date de 2012. Sarah avait alors 13 ans. C'était donc à sa mère, sa responsable légale, de régler la facture. J'ai dû la mettre de côté et ensuite j'y ai plus pensé. Parce que ma grande fille a aussi quelques problèmes de santé. Donc bien sûr, un peu la tête ailleurs et puis on laisse de côté les choses. Et puis voilà, c'est un peu entre deux circonstances qui tombent mal. Une facture mise de côté, puis oubliée.
et des rappels difficiles à payer pour cette mère de 2 enfants sans emploi et dans une situation financière compliquée. Quand j'ai reçu l'acte de défaut de bien, c'est là que je me suis dit, je vais quand même la payer parce que je ne vais pas traîner ça. Ouais. Et là, j'avais presque honte. J'avais honte. Ouais. Une facture réglée il y a maintenant 6 ans, mais une honte tenace qui l'amène aujourd'hui à témoigner sous couvert d'anonymat. Moi, je me suis sentie très mal pour elle. Je me suis dit, si elle ne peut pas avoir son appartement à cause de ma faute que j'ai fait il y a quelques années en arrière, j'ai dit, mais là, je vais m'en vouloir toute ma vie. Ouais. Parce que c'est pas normal, c'est pas elle qui travaillait ou qui touchait de l'argent. Donc c'est plutôt aux parents de faire attention, c'est pas aux enfants. Bonjour, je vais chercher les dossiers médicaux pour la journée. Mais comment se fait-il que cette facture, les poursuites et l'acte de défaut de bien qui ont suivi, soient au nom de Sarah alors qu'elle était mineure à ce moment-là? Nous posons la question au directeur financier de l'hôpital qui l'a pris en charge à ses 13 ans. Alors, la réflexion de l'hôpital, elle suit les règles suisses. La règle suisse, c'est que c'est la personne qui reçoit les soins, qui est assurée, qui va recevoir cette facture, qui est la personne débitrice. Ce n'est pas le parent ou une autre personne, c'est vraiment la personne qui est directement impliquée avec cette assurance. Est-ce que c'est moral de mettre aux poursuites un enfant, finalement? Ce qu'il y a, c'est que nous, on suit les procédures qu'il y a, qui sont mises en place, qui sont en ligne avec les règles des codes de désobligation. Très, très important, c'est que nous, on a des arrangements de paiement. Donc, il faut simplement venir vers nous, parler avec nous. Et nous, on trouve toujours une solution avec les familles ou avec les mineurs qui viendraient vers nous. Il est légal de poursuivre un mineur pour une facture hospitalière, et donc l'hôpital se le permet. Mais Daniel Romano, préposé à l'Office des poursuites de Lausanne, nous dit qu'il pourrait aussi poursuivre la mère. Ouais, le choix du poursuivi appartient au créancier. C'est-à-dire que là, je peux rappeler que le droit suisse, finalement, permet de poursuivre n'importe qui pour n'importe quel montant. Donc le choix appartient réellement au créancier. L'hôpital a donc décidé de poursuivre la jeune mineure. Au final, Sarah s'en sort bien. L'acte de défaut de bien ne l'a pas empêchée d'obtenir un appartement à la vallée de Joux, ce qui aurait été certainement plus compliqué dans une grande ville romande. Mais cette histoire aurait dû se terminer le jour où la mère a réglé sa dette auprès de l'hôpital, il y a près de 6 ans. Et non pas poursuivre la jeune fille une fois la majorité atteinte. Les poursuites m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu l'acte original, que sinon l'acte de défaut de bien ne serait plus dans mon dossier. Et quand j'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas, qu'ils l'avaient renvoyé aux poursuites. Donc je suis allée dire aux poursuites qu'ils l'avaient renvoyé. Puis ils m'ont dit qu'ils l'ont pas reçu, puis qu'il fallait que l'hôpital fasse une lettre comme quoi ils avaient perdu l'acte de défaut de bien en fait. L'acte de défaut de bien, il faut savoir qu'il a une durée de vie de 20 ans. Donc il est là à 20 ans. Il y a 2 possibilités. Soit l'acte de défaut de bien est payé directement aux mains de l'office, donc on encaisse les fonds, et puis l'acte de défaut de bien il est automatiquement annulé à ce moment-là. La deuxième possibilité, c'est d'intervenir auprès de son créancier directement et de régler l'acte de défaut de bien en main du créancier, à charge ensuite pour le créancier de faire radier l'acte de défaut de bien à l'office directement, ou en remettant l'acte de défaut de bien acquitté en main du poursuivi qui, lui, nous le remettra par la suite pour sa radiation. C'est pas juste, non. Moi j'étais énervée déjà, que ce soit sur mon nom alors que j'ai rien fait, mais aussi que ce soit des erreurs comme ça, et que c'est encore moi qui dois faire les démarches en fait pour réparer ces erreurs en fait. Suite à notre interview, les établissements hospitaliers du Nord vaudois ont décidé de modifier les informations données à leurs patients possédant un acte de défaut de bien. Dorénavant, ils seront systématiquement informés par écrit de la façon de radier l'acte de défaut de bien, ce qui permettra, on l'espère, d'éviter à de nouveaux patients la situation vécue par Sarah. Sarah qui au final s'en est bien sortie car sa mère a payé la dette quand elle était encore mineure. Si elle ne l'avait pas réglée, la dette incomberait donc à Sarah une fois sa majorité atteinte. On en parle avec vous, Sébastien Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'association d'Aide Conseil Suisse, qui est une association qui lutte contre le surendettement. Est-ce que le cas de Sarah vous étonne ? Alors, il ne m'étonne pas. Après, c'est des situations qu'on ne voit pas tous les jours, mais on en voit quand même régulièrement. Après, là où on voit des problèmes de ce type, c'est-à-dire des dettes qui sont faites par les parents et qui après retombent sur les enfants, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement avec les assurances maladie. Et est-ce que l'attitude et la réponse de l'hôpital vous surprend ? Ouais, je la trouve un petit peu limite. Je dirais, le CO, c'est bien. Après, ça fait partie du code civil, il y a des obligations, etc. Eux aussi ont des obligations selon le droit des poursuites. Et puis, visiblement, il y a des lacunes de leur part. Poursuivre les mineurs, donc, c'est légal.
Mais quel est l'intérêt d'un hôpital ou d'une assurance maladie, parce que souvent c'est aussi les assurances maladie, de poursuivre comme ça un mineur? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Le mineur, il n'a souvent pas de ressources. Alors, disons que d'un point de vue rationnel, je ne comprends pas tellement. Parce que justement, un enfant de 13 ans, en général, il est à l'école. Selon la société suisse, il n'y a pas énormément d'enfants qui sont riches à millions, qui ont de la fortune. Donc là, je ne vois pas tellement l'utilité, à part un moyen peut-être un peu douteux de mettre la pression sur les parents. Est-ce que les situations sont différentes d'un canton à l'autre? Non, là, c'est vraiment... Je dirais que maintenant, les créanciers, ils sont plutôt globaux. Donc, il n'y a pas tellement de différence comme ça. Ce n'est pas vraiment la responsabilité de l'Office des poursuites. Donc, on ne peut pas avoir de différence comme ça d'un canton à l'autre. Sébastien Mercier, vous qui êtes sur le terrain, quel impact ça peut avoir de se retrouver aux poursuites pour un jeune? Si on voit ces histoires de primes d'assurance maladie, on voit des jeunes qui ont eu jusqu'à 40 000 francs de dette. 40 000 francs. Donc, avec leur premier salaire, ils doivent rembourser tout ça. Mais pendant ce temps, s'ils sont saisis, ils ne peuvent plus payer leurs primes courantes et ils ne peuvent plus payer leurs impôts courants. Donc, au final, on les pousse à se surendetter encore un peu plus. Donc, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Aussi pour la recherche d'un emploi, il y a des jobs. Si vous avez des actes de défaut de biens, vous ne pouvez pas les avoir. Donc, je dirais que là, il y a vraiment une solution législative à créer et puis on l'attend depuis un moment. D'accord. Et alors, toute dernière question, quels conseils pratiques vous donneriez pour éviter de se retrouver dans ce genre de pataquès? Je dirais là, c'est vraiment aux parents de réagir. Et puis, c'est vrai que souvent, les gens qui ont des dettes, ils ont honte, ils sont complètement aux abois, donc ils vont chercher des arrangements un petit peu avec tous les créanciers qu'ils ont, et ils perdent complètement le fil, et puis ils s'enfoncent encore un peu plus. Donc c'est vraiment nécessaire de prendre du recul, et puis si on a besoin d'aide pour le faire, il faut le demander. Sébastien Mercier, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, et merci pour ces explications. Bonne fin de journée. Je vous en prie, bonne soirée. Tonalité été pour cette dernière partie d'émission. Les vacances approchent, vacances scolaires en tout cas. Elles ont peut-être même déjà commencé pour certains adolescents. Ce ne sont pas les projets qui leur manquent. Quant à l'argent, il faut souvent qu'ils ou elles le trouvent. Comment? Paroles d'ado recueillies par Patrick Léger. Qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances? Je vais aller en Estonie, au Danemark et en Suède. Je crois que je pars en Croatie. Une semaine en Corse. 2-3 semaines en Pologne, puis le reste du temps je vais rester ici. Je vais aller 2 semaines faire un tour à vélo en Suisse avec des copains. Quel est à peu près le budget que tu t'es fixé pour aller faire cette petite virée? On n'a pas encore défini vraiment de budget, mais pour l'instant j'ai mis 300 francs de côté. C'est toi-même qui vas payer ton voyage? Pour ce que je fais avec mes copains, c'était à moi de trouver de l'argent pour la bouffe et puis pour s'acheter un peu de matériel pour faire un peu de camping ou quoi. Et quand je pars avec ma famille, c'est tout eux qui payent. As-tu déjà voulu faire des voyages que tu financerais toi-même? J'y ai jamais songé, personnellement, non. Ouais, franchement avec des amis et tout, pour faire des voyages, ça serait vraiment trop cool. Pour te payer ce voyage, t'as dû faire un petit boulot? J'ai fait des stages dans une maison de quartier, j'ai fait des ventes de pâtisserie avec mon copain. J'aide ma mère à animer des ateliers. D'accord, elle te rémunère ou pas? Cette année, elle va me rémunérer un petit peu. En juillet, je vais commencer à travailler. Enfin, je vais être à Lausanne-sur-Mer, mais c'est bénévole parce que j'ai pas le record encore d'avoir de l'argent. Un de tes stages, c'était rémunéré combien à peu près? C'est notre âge par heure. Donc j'ai 16 ans et c'était 16 francs de l'heure. Par exemple, si je fais du babysitting aussi, je demande à peu près 16 francs de l'heure. Quelles seraient tes vacances de rêve? Oula, alors moi j'aimerais bien partir au Japon. Moi j'adore les pays nordiques. Pourquoi pas faire un grand tour de tous ces pays en train? Ce serait partir à Hawaï. Tu penses qu'avec un job d'été, tu pourrais partir à Hawaï? Non, je pense pas parce que c'est quand même cher. Pour toi, combien d'argent ce serait bien payé pour un job? Ça dépend quel job. Il y en a, genre c'est 50 balles, 100 à la semaine. J'arrive pas à me rendre compte de l'argent. Imagine que tu te dis, ah, ça c'est un bon tarif. 200, 300. Tu ferais quoi avec l'argent que tu gagnes? Je vais me faire une manicure. Sinon, le reste, je vais garder pour sortir et tout. Je m'achèterais par exemple des habits ou un nouveau téléphone. La semaine prochaine, changement de décor, première émission des À bon entendeur d'été que j'aurai le plaisir de vous présenter depuis Rue, dans le canton de Fribourg. Il y aura un fil conducteur pour ces 7 émissions estivales, les grandes tendances en matière d'alimentation à travers la planète. Impossible d'être exhaustif, évidemment,
Mais vous découvrirez comment les campagnes chinoises se transforment à toute vitesse. Il faut quand même nourrir 1,5 milliard d'habitants. Nous irons aussi en Afrique, où 2 fléaux cohabitent, la malnutrition et une explosion des cas d'obésité. Je vous emmènerai également en Californie, en Allemagne, en Espagne et mardi prochain en Italie, où les fabricants de pâtes doivent se montrer de plus en plus créatifs, car les consommateurs italiens ne se contentent plus des pâtes traditionnelles. Et puis chaque mardi, un deuxième volet ludique et pratique réalisé en Suisse. Par exemple, comment faire quand vous êtes en rando ou en camping et que vous n'avez plus de batterie. Eh bien apparemment, si notre ami tourne pendant 10 minutes comme ça, on va pouvoir parler environ 18 minutes au téléphone. On parlera aussi VTT électrique, crème après soleil, sécurité des bouées gonflables pour les enfants et du succès grandissant des ramassages de déchets comme loisir. Je vous réserve encore quelques petites surprises. On a fait en sorte que vous passiez un bel été en compagnie d'ABE. À mardi prochain, même heure. Très bonne fin de soirée.